Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, je vous remercie déjà pour tous vos commentaires, encore une fois. Je suis toujours surpris parfois de certains commentaires, pas toujours respectueux et un petit peu agressifs, un petit peu ce qu'on peut retrouver sur beaucoup de pages concernant l'agriculture ou l'écologie. Je trouve ça dommage, mais bon, ça ne me fera pas désarmer pour autant, puisque je pense que ce qu'il faut, c'est que nous échangions, que nous discutions. On n'est pas là pour se juger. Moi, je fais partie des chaînes qui essayent d'apporter une vision d'agriculteur sur des faits. Je ne vous fais pas rêver avec du matériel ou des choses comme ça ne m'intéresse pas. L'idée, c'est plus de parler de notre quotidien, de réalités que nous vivons, et avec des argumentaires ou des visions de faits tels qu'ils sont. Alors après, on peut ne pas être d'accord, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, mais pour ça on peut aussi échanger en se respectant et éviter tous ces discours que je trouve toujours extrêmes, avec un manque de respect certain sur l'ensemble du monde agricole. Et donc on a trois solutions quand c'est comme ça, hein. Soit on désarme, on se met dans une bulle, et puis c'est ce que font beaucoup d'agriculteurs, ils veulent plus en entendre parler. Soit on est systématiquement contre, c'est-à-dire qu'on se dit les écologistes ceci, les écologistes cela. Je rappelle encore une fois, même si ça m'a été noté, que les agriculteurs sont les premiers écologistes de France. Pourquoi? Parce qu'un écologiste, c'est quelqu'un qui vit avec la nature et qui fait. Et nous sommes ceux qui font, qu'on le veuille ou non. C'est nous qui sommes le plus au contact de la nature et qui vivons toutes les choses qui nous sont ou reprochées ou parfois où on nous félicite, mais enfin c'est quand même une minorité. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Je suis vraiment surpris de voir certaines agressivités que j'ai pu observer sur des pages ou des réseaux sociaux, mais c'est un petit peu facile, quoi. Donc l'idée, moi j'essaye d'apporter des arguments. Si les gens ne sont pas d'accord, c'est tout à fait logique. Moi j'essaye de répondre, on échange, et souvent d'ailleurs on finit en étant parfaitement d'accord et en s'étant compris. Maintenant, on ne regarde pas une vidéo en regardant juste le titre ou en regardant une minute, et on s'en fait pas un avis comme ça. Moi je fais pas un teaser, je suis pas un professionnel de YouTube, ça ne m'intéresse pas. Les vidéos doivent être vues dans leur entièreté pour avoir tous les arguments que je développe durant cette vidéo. Et donc voilà, parfois certains titres sont là pour provoquer. Quand j'ai parlé du glyphosate en agriculture biologique, c'était pour provoquer. Voilà, après que certains puissent monter sur leurs grands chevaux, en plus cette phrase-là me venait d'un agriculteur qui est depuis 22 ans en agriculture biologique. Et voilà, il est bien conscient qu'il se donne beaucoup de mal, et finalement, voilà, bon bref, on va pas retomber dans le débat. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'azote. Je vous en ai déjà parlé, mais là, vous parlez concrètement de comment ça fonctionne pour les agriculteurs et pourquoi. Quand le climat est comme celui que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire avec une absence de pluviométrie depuis plusieurs semaines et une irrégularité, ici dans nos régions, là au nord de la Loire, ça tourne entre 80 et 150 mm de pluviométrie depuis le mois de janvier. Donc on a tout juste les 25 à 30 mm par mois, ce qui évidemment ne suffit pas, hein, surtout dans ces périodes de besoins intenses pour les plantes. Donc quelles que soient les cultures et quel que soit le mode de production, je le rappelle. Et donc aujourd'hui, l'azote a été toujours vu pour le grand public comme l'élément nitrate, hein, qui est l'élément déclaré comme polluant et problématique pour l'environnement. Donc j'aurai l'occasion, je vous l'ai déjà dit, de vous en parler cet hiver, de cette histoire du nitrate et pourquoi c'est une aberration aujourd'hui technique mais surtout scientifique, hein, tout le monde l'a démontré, puisqu'en fait le nitrate non seulement n'est pas nocif pour l'environnement, mais en plus il est vital pour la santé des plantes et pour la vie du sol. C'est aujourd'hui démontré, et pour la santé humaine aussi, puisque aujourd'hui il y a même des boosters en sport basés sur des betteraves rouges ou des choses comme ça, des plantes très riches en azote, hein, les radis, des choses comme ça, pour stimuler l'organisme, la circulation du sang, etc. Mais j'aurai l'occasion de le développer. Je voulais juste dire que derrière tout ça, depuis une vingtaine d'années, il y a eu des directives nitrates qui ont commencé avec la ministre de l'Environnement. J'étais étudiant, je me rappelle, Madame Dominique Voynet. Et je lisais même un livre édité par le ministère de l'Environnement à l'époque qui s'appelait « Les nitrates et l'homme » de Jean-Louis Lirandel. Et je vous invite à le lire à l'occasion, et vous verrez que vous aurez une autre vision beaucoup plus réaliste et scientifique de toute cette histoire-là. Maintenant, malgré tout, derrière tout ça, donc les directives nitrates, ça a été quoi? Ça a été d'imposer des plafonds maximum d'apport azoté à chaque fois. Donc les agriculteurs commencent à apporter de l'azote, on va dire au printemps, hein, en février-mars. Les premiers apports se font là, et lorsque l'on a observé les captages des eaux potables pour la population, on a vu qu'il y avait parfois du nitrate dans l'eau supérieur aux 50 mg qui sont la norme. J'aurai l'occasion de vous expliquer d'où elle vient. Et finalement, on s'aperçoit que les fuites, et on a fait partie, nous, avec Phytosol, de plusieurs réseaux de captage où on a travaillé sur des solutions à l'époque, dans les années 2000, donc la mise en place de couverts, c'est là que ça a démarré dans beaucoup de régions. Et en fait, on s'est aperçu que les fuites avaient lieu essentiellement et presque exclusivement, les fuites de nitrate l'hiver, hein, et l'automne. Donc période où les agriculteurs n'apportent pas justement d'éléments azotés. Donc en fait, la réflexion politique a été de dire il faut éviter les fuites et limiter les quantités. C'était deux facteurs.
Alors limiter les fuites comment? Évidemment en interdisant les apports aux tonneaux, etc. Alors c'est vrai et pas vrai, puisque d'un autre côté on autorise les apports organiques, les apports d'effluents, compost, digestat, fumier, etc. Alors qu'ils ne sont pas les mêmes formes, je vous en ai déjà parlé, mais qui malgré tout sont une forme azotée. Mais les éleveurs sont très encadrés, ont beaucoup de contraintes sur les périodes d'apport, ce qui parfois même est un non-sens technique, voilà, parce qu'il y a des apports qui ne sont pas autorisés à certaines périodes de l'année et qui pourtant seraient très efficaces et très utiles pour faire des couverts, pour leur sol, etc. Et c'est quand même toujours un peu dommageable. Donc en fait, on a limité les fuites en faisant quoi? En observant au printemps, en faisant des prélèvements de terre à 30, 40, 50, 60, 70 cm jusqu'à 90 au maximum, sur 3 horizons par exemple, pour observer l'azote présent éventuellement disponible dans ce sol-là. Donc c'est ce qu'on appelle les reliquats. Les agriculteurs ont donc une photographie de leur sol au mois de février à peu près. Ils font des carottages à 30 cm, ils en font un deuxième jusqu'à 60 et s'ils ont des sols profonds, ils en font un troisième jusqu'à 90. Ça leur donne une partie azotée, ammoniacale et nitrique présente dans leur sol. De ça, ils vont le soustraire à un apport total qui lui a été calculé de manière théorique, qui est basé sur la moyenne des 5 années de rendement qu'ils ont fait historiquement les années d'avant 2022 par exemple. Et avec ça, ils vont calculer un rendement maximal d'objectif. Alors, il faut reconnaître que c'est déjà là qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire qu'en se basant sur des rendements historiques qui sont à la baisse depuis au moins une quinzaine d'années, ou en tout cas qui ont souvent quelques années plutôt en chute quelque part, ça fait des moyennes quinquennales qui sont plus faibles que celles de nos parents, par exemple, pour donner un exemple, ou que celles d'il y a 20 ans. Et forcément, c'est un peu détonnant dans des objectifs d'entreprise d'être finalement à la baisse. Alors, ce plan de fumure-là est un plan de fumure théorique, c'est-à-dire que l'agriculteur fait ce calcul-là, j'ai tel rendement moyen, j'ai un besoin en unités d'azote, donc en kilos d'azote par quintal produit de tant d'unités, et avec ça, ça nous donne une quantité possible d'apporter, une quantité autorisée. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans d'autres pays européens, mais que la France a fait, toujours friand d'administratif, mais qui honnêtement aujourd'hui, techniquement, n'a plus aucune raison d'être, puisqu'en fait, le principe de base qui a été retenu, et c'est pour nous, c'est là la première erreur, c'est le principe de se limiter en rendement par rapport à des objectifs du passé, alors qu'il aurait été plus simple de se créer des objectifs de rendement personnels, de dire voilà, moi je pense qu'une année j'ai fait tel rendement, je veux viser ce rendement-là, et mettre en œuvre derrière la moisson, si on n'a pas fait ce rendement-là, tous les moyens possibles pour récupérer l'azote éventuellement qui aurait été mis en trop. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça, et ça c'est une erreur qui entrave le fonctionnement des sols, puisqu'on met moins d'azote, on a le raisonnement d'un sol qui doit toujours être sans azote de disponible. Et ça, techniquement, c'est une erreur, et ça l'est encore plus, puisqu'en fait, aujourd'hui, la troisième mesure, ça a été le fractionnement des apports, limiter les quantités par rapport des agriculteurs, avec la volonté pour améliorer, entre guillemets, le qualitatif des productions, notamment en céréales, c'est-à-dire obtenir de l'azote dans les grains de blé, c'est-à-dire des protéines, rechercher à faire des apports un peu plus tardifs pour nourrir le grain à la fin et produire, malgré un niveau de rendement important, de la protéine à l'intérieur. C'est ce qui a conditionné des apports tardifs, là en ce moment, au mois de mai et au mois de juin. Bien évidemment, tout ça ne tient pas la route, puisque qu'est-ce qui se passe? Il y a des agriculteurs aujourd'hui qui ont fait leur fameux plan de fumure théorique, ce que je vous disais, rendement moyen sur 5 ans, ça nous donne telle quantité d'azote. J'enlève à cette quantité 40 unités, 50 unités, que je garderai pour apporter à la fin. Ça, c'est une erreur technique que beaucoup d'agriculteurs payent cash depuis plusieurs années. Et les agriculteurs que nous accompagnons, on leur en parle, mais ça n'est pas forcément le cas au niveau du tissu qui entoure le monde agricole sur ces sujets-là. On reste dans cette théorie qui est finalement infondée techniquement et qui met l'agriculteur devant un risque qui est le risque climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui ont mis, au lieu de mettre 180 unités qui leur auraient été autorisées, ils en ont mis que 130 ou 140, en gardant 50 unités ou 40 unités à la fin, évidemment. Depuis un mois et demi qu'il n'y a pas de pluie, cet azote-là n'est pas valorisé, n'est pas fondu, n'est pas apporté, même dans certains cas, et évidemment, les cultures sont déjà pénalisées. Donc en réalité, l'azote est un critère très important de la production de matière organique, je vous l'ai déjà expliqué, il fait partie des 4 éléments de production de la matière organique, carbone, hydrogène, oxygène et azote. La nature ne saura jamais produire cet azote-là, et contrairement à tout ce qui peut être dit sur les légumineuses, etc., là aussi on pourrait en faire un livre, et j'aurai l'occasion de vous expliquer lors de la mise en place des couverts autonaux à quel point tout ça c'est pas fondé, c'est vraiment dans l'idée collective, légumineuse égale production d'azote, ça c'est pas vrai, on peut avoir des légumineuses en place, avec des nodosités et ne pas avoir de production d'azote. C'est même 80% de ce qu'on peut observer sur le terrain. Mais ça,
ça a d'autres intérêts malgré tout, mais c'est juste pour dire que c'est un élément qui est vital. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en mettre n'importe comment, c'est d'ailleurs pas du tout le cas. Si on fait le bilan aujourd'hui, les agriculteurs mettent moins d'azote que par le passé, ça c'est un fait, et se pénalisent même dans certaines techniques de travail du sol, puisque c'est le troisième argument un petit peu contre ce système de gestion azotée qui n'a pas de sens technique et qui n'a pas apporté ses résultats, c'est le fait que le travail du sol n'est pas pris en compte dans la gestion azotée. Aujourd'hui, un agriculteur qui est en pratique classique, on va dire, qui fait du travail du sol, qui laboure, qui retourne la terre, etc., n'a pas la même quantité d'azote disponible pour ses plantes que l'agriculteur qui est en agriculture de conservation, par exemple, qui va faire un passage d'outils et qui va semer. Moi, j'estime à peu près qu'il y a une 50aine d'unités de différence entre les deux techniques en faveur du labour. C'est-à-dire que par le labour, la minéralisation, comme je vous en ai parlé, la terre fine, etc., on va fournir de l'azote aux plantes qu'on ne va pas fournir lorsque l'on est en travail réduit, en travail optimisé au maximum, voire en semi-direct. Et encore plus, puisqu'on va stocker de la matière organique dans notre sol. Et donc cet azote-là va même être mobilisé pour améliorer les taux de matière organique de notre sol. Et ça, c'est un fait incontestable. C'est une réalité technique que beaucoup ne veulent pas voir. Mais si on veut stocker de la matière organique, il nous faut de l'azote disponible. Et nous, en France, on a fait le choix de réduire l'azote tout en voulant augmenter la matière organique. C'est deux choses qui n'iront jamais ensemble. Alors ça fait quand même beaucoup d'argumentaires compliqués. C'est-à-dire la première chose, raisonnement théorique, le plan de fumure qui sert absolument à rien, que certains agriculteurs payent d'ailleurs pour le faire. Les reliquats qui sont souvent faits par des organismes extérieurs, ça aussi c'est quelque chose qui n'a pas apporté ses preuves. On parle même de reliquats après moisson, etc. Donc toujours surveiller comme s'il fallait qu'il y ait toujours zéro azote dans le sol, ça c'est une erreur technique. Et puis au final, au printemps, donc se limiter en quantité d'azote. Alors il y a aussi d'autres systèmes dont j'ai déjà parlé, comme ce qu'on appelle l'analyse de pince. Donc là en fait c'est un outil d'aide à la décision qui permet de pilotage, qui permet à l'agriculteur, lorsqu'il a fait son plan de fumure, par exemple il a le droit à 180 kg d'azote sur ses blés, il met ses 180 kg d'azote et en fin de cycle, là, il y a 3 semaines à peu près, au moment de la dernière feuille, il va pincer la feuille avec un outil de pilotage qu'on appelle et qui mesure à l'intérieur de la plante en fait l'azote qui est présent. Et ça lui donne, ou pas d'ailleurs, la possibilité de remettre de l'azote ou pas. Donc c'est vraiment un outil qui peut débloquer cette fameuse contrainte théorique du plan de fumure. Le problème, c'est s'il n'y a pas de pluviométrie, comme c'est le cas depuis 1 mois et demi, l'apport qui va être ouvert à l'agriculteur d'être apporté dans le champ ne va pas porter ses fruits. Et donc on est bien lié aujourd'hui au climat et tout ce système-là finalement peut s'écrouler comme un château de cartes puisqu'en réalité on n'est plus en cohérence, on n'est plus pragmatique par rapport à ce qui se passe en réalité sur le terrain. Donc je reviens à l'origine, on n'a jamais observé de fuite d'azote au printemps. Donc pour moi, la théorie d'avenir pour la gestion nitrate, c'est déjà d'ouvrir le portefeuille nitrate, le portefeuille azoté à chaque ferme avec un quota, une possibilité de mettre tant d'unités souhaitées et à l'agriculteur de le gérer à l'intérieur de sa ferme et finalement de mettre tous les outils en jeu pour récupérer l'azote après la moisson si jamais il n'a pas fait les rendements prévus. Et là où la profession, encore une fois, parfois n'a pas été cohérente, c'est que beaucoup se sont battus contre les couverts végétaux, beaucoup ont préféré laisser les repousses de céréales, beaucoup par des techniques de labour ont souhaité que les couverts ne restent pas présents le plus longtemps possible dans l'hiver, et ça c'est une erreur monumentale, puisque un des moyens qui a été mis pour récupérer les nitrates en excédent, ce sont les couverts végétaux qui sont semés après la moisson, vulgairement appelés dans les années 90-2000 les pièges à nitrates. Aujourd'hui, c'est autre chose. On a tous compris qu'on avait d'autres intérêts à faire des couverts que simplement piéger des nitrates. Mais un des problèmes, c'est lorsque les agriculteurs sont en technique de labour, il est clair que s'ils labourent tardivement, c'est-à-dire en décembre, en janvier, pour beaucoup, dans beaucoup de régions, ça semble être un problème insurmontable. Et donc, pour gérer ça, on anticipe les dates de semis de plus en plus tôt, avec même des réglementations de date de semis obligatoires pour semer ces couverts-là, donc ce qui est un non-sens, parce que si par exemple cette année nous avons une moisson avec des conditions sèches, l'après-moisson sera tout aussi sèche et il sera inquiétant de vouloir semer des couverts qui ne lèveront pas par exemple et qui ne feront pas leur travail, c'est vraiment ça la clé. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand est-ce qu'il y a des fuites de nitrates? C'est l'automne et l'hiver. Et c'est là que les couverts végétaux souvent sont plus présents, comme je l'ai déjà montré dans des vidéos au préalable. Donc ça, c'est une aberration technique qui n'est pas corrigée et qui, pour des raisons pratiques, a été défendue au fond par certains représentants de la profession. Et je pense que c'est dommage, que c'est quelque chose qu'on devrait mettre à plat sur la table. On doit trouver des solutions plus techniques que les plants de fumure, que toutes ces usines à gaz qui coûtent de l'argent et qui finalement techniquement n'ont aucune valeur. Puisque je conclurai en disant que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui utilisent des outils de pilotage. Alors il y a aussi l'avion là qui passe au-dessus. Au lieu de le faire avec la pince, comme je disais tout à l'heure, il
existe un système où c'est des avions qui passent 2 fois dans l'année et qui mesurent la réflectance des feuilles vis-à-vis des fonctions chlorophylliennes au niveau du rayonnement du soleil. Donc finalement on mesure ça et ça nous donne un peu un indice de la plante, comment elle pousse. Et lorsqu'ils ont les retours de ces conseils, il n'y a quasiment aucun agriculteur qui est d'accord avec ces conseils-là. Donc en fait, les gens payent pour des conseils, depuis 20 ans que l'on voit ça avec Mathieu, et finalement ne sont jamais d'accord avec les conseils qui leur reviennent, et font leur modulation, et finalement quand on regarde ce que les agriculteurs mettent aujourd'hui en engrais, ils mettent un petit peu moins que leurs parents, mais en gros, ils ne cherchent pas à mettre plus, ils sont toujours moins disants, toujours à plutôt mettre moins que ce qui est conseillé, parce que beaucoup de choses sont plutôt aberrantes. On a des niveaux parfois de conseils qui ressemblent à des choses des années 70, quand les agriculteurs avaient des objectifs de rendement délirants ou qu'il y avait des clubs des 100 quintaux, etc. Donc c'est quand même des réalités qu'il faut un petit peu à un moment dénoncer, plutôt que de dire voilà, tout le système est tout rose, etc. Les agriculteurs ceci, etc. Non, dans les faits, on n'a pas de réels outils performants parce qu'on est dans une idéologie du moins-disant vis-à-vis de l'azote. Alors, et je conclurai pour finir, que dans beaucoup de pays où on mesure les besoins azotés par rapport aux techniques de travail du sol, on sait aujourd'hui qu'en semi-direct, après 30 années de pratique, notamment en Suisse, à Oberacker, si je prends cet exemple-là, il a fallu plus de 20 ans avec plus d'azote pour obtenir un rendement équivalent aux techniques classiques. Et ça, on ne le pratique pas chez nous. Tous les gens qui sont partis en agriculture de conservation le font avec moins d'azote que ce qu'ils devraient avoir dans leur technique. Alors l'azote, on peut l'avoir de plein de sources différentes, hein. Ça peut être de l'azote organique, rajouter des composts. D'ailleurs, c'est ce que font les agriculteurs, hein. Ils font venir de l'azote extérieur qui ne rentre pas dans cet azote chimique. C'est un des moyens, mais qui devient très compliqué du fait des tarifs aujourd'hui des composts, qui deviennent introuvables, et pour les raisons que l'on connaît, hein, depuis quelques années. Voilà. Donc vous voyez, l'azote, c'est un sujet qui est complexe, où finalement c'est la nature qui fait une grosse partie du travail, et on doit être humble vis-à-vis de ça. Par contre, c'est un élément vital, et tous les gens qui expliquent, ils ne sont pas nombreux heureusement, mais qui expliquent qu'on peut s'en passer, qu'aujourd'hui, nanana, c'est même nous qui en apportant de l'azote avons finalement détruit la fourniture azotée du sol, c'est complètement faux. Nos parents, nos grands-parents ont vécu ça, ils n'avaient pas mis d'azote chimique auparavant. Le jour où ils en ont mis, ils ont apporté beaucoup de choses. Il y a eu bien d'autres produits plus négatifs que l'apport azoté. Et je vous assure aujourd'hui que les agriculteurs, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont mis 150 unités d'azote sur leur blé. C'est une grosse majorité des gens qu'on suit, 150, 160, qui n'ont pas dépassé ces seuils-là, qui sont des seuils relativement faibles par rapport à ce que nos parents pouvaient mettre ou grands-parents, qui étaient plutôt près des 180, voire 200 unités. C'est un constat, et puis ça ne va pas s'arranger dans les années à venir avec les coûts d'azote prévus, hein, et le manque de disponibilité des composts organiques qui, eux, sont une source d'azote aussi, et de bien d'autres éléments. Donc voilà les amis, donc je conclurai là-dessus sur cette vidéo un petit peu longue, mais c'est vrai que vous expliquer tout le système agricole et en même temps parler de technique, c'est souvent assez compliqué. Donc s'il y a besoin de précision, je repréciserai certaines choses. Et donc cet hiver, je referai une vidéo, mais vraiment axée sur le nitrate pour essayer d'expliquer techniquement et surtout scientifiquement, parce que tout ce qui a été mis en place finalement, c'est pour ce mensonge-là, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un mensonge, que c'est pas une vérité scientifique et qu'elle a été détournée. Il y a tellement de gens maintenant qui vivent du nitrate entre guillemets, hein, donc que ce soit les agences de l'eau avec les prélèvements des taxes, la redistribution de cet argent-là pour participer au financement de l'agriculture biologique. Bref, c'est vraiment un gros système dont beaucoup d'entre vous sans doute n'avaient pas idée, mais on aura l'occasion d'en parler. Écoutez, bonne journée à tous, puis encore une fois, on croise les doigts pour qu'il y ait de la pluie très rapidement, car les dégâts sont plus ou moins irréversibles, à part des cultures comme le colza, qui pour l'instant se présentent bien dans nos régions. Beaucoup de céréales aujourd'hui sont irrémédiablement endommagées, avec dans des zones filtrantes de cailloux, de sable ou de terre un peu siliceuses. On voit déjà les blés en train de mourir, hein, tout simplement. Ils sont brûlés par le soleil, et ce n'est pas les 2 jours annoncés qui vont arranger les choses. Et qui encore moins feront fondre les engrais que certains ont quand même mis il y a une quinzaine de jours, face à une incompréhension plutôt importante de beaucoup de partenaires agriculteurs. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine, à bientôt.